vous sentez que quelque chose ne va pas. Un vague malaise vous accompagne au fil de vos journées. Même lorsque vous avez accompli tout ce qui figure sur votre liste, le travail, la maison, les relations, les possessions, quelque chose d'essentiel semble manquer. Une vie qui devrait vous satisfaire vous paraît au contraire vide. Vous courez après de nouvelles expériences, de nouveaux achats, de nouveaux contenus, mais le vide persiste. Ce n'est pas votre imagination, et vous n'êtes pas seul. Ce que vous ressentez n'est pas simplement une insatisfaction moderne. C'est l'architecture psychologique d'un piège conçu non seulement pour contrôler votre comportement, mais pour coloniser votre conscience elle-même. Le psychiatre suisse Carl Jung a identifié ce phénomène il y a près d'un siècle, mais ses intuitions les plus radicales ont été systématiquement occultées. Jung a découvert que les systèmes modernes ne vous contrôlent pas seulement par des contraintes externes évidentes, comme la nécessité économique. Ils fonctionnent en implantant des cadres psychologiques qui vous empêchent de reconnaître la véritable nature de votre emprisonnement. Et plus crucialement, d'accéder aux dimensions plus profondes de votre propre esprit. Alors que nous reconnaissons les formes économiques et politiques de contrôle, nous restons largement aveugles à la façon dont les systèmes modernes détournent l'attention et suppriment le processus naturel que Jung appelait individuation, le développement psychologique qui mène à l'authenticité du soi. Cette cécité n'est pas accidentelle. C'est le fondement du système de contrôle le plus efficace jamais conçu. L'œuvre de Jung révèle une vérité inconfortable. Vous n'avez pas simplement été formé à consommer et à produire. Vous avez été conditionné à ne pas penser, à ne pas questionner et surtout à ne pas devenir pleinement conscient. Les chaînes les plus efficaces sont celles que vous ne pouvez pas voir, celles qui enveloppent votre esprit plutôt que votre corps. L'architecture du contrôle psychologique. Pour comprendre le piège, nous devons d'abord comprendre son schéma directeur. Les intuitions de Jung sur les systèmes de contrôle psychologique allaient bien au-delà de la simple manipulation. Il a reconnu que le contrôle efficace opère à travers ce qu'il appelait la conscience collective. Les suppositions, valeurs et perceptions partagées qui sont absorbées sans examen critique. Les gens n'ont pas d'idées. Les idées ont des gens, observait Jung. Cette déclaration va au cœur du problème. Ce qui ressemble à votre pensée indépendante est souvent l'absorption inconsciente d'une programmation collective. Le piège commence en s'assurant que vous vous identifiez complètement à un concept de soi construit, façonné par des forces externes, plutôt que par l'authenticité interne. Jung a identifié plusieurs mécanismes interdépendants qui forment cette cage psychologique. Le premier est la suppression de l'inconscient. Les systèmes rationnels modernes privilégient la pensée consciente et logique tout en rejetant l'esprit inconscient comme primitif ou non pertinent. Pourtant, Jung a découvert que l'inconscient contient non seulement des refoulements, mais aussi les énergies vitales et la sagesse nécessaires à l'intégrité psychologique. En nous coupant de cette ressource, les systèmes s'assurent que nous fonctionnons avec seulement une fraction de notre capacité psychologique. Tant que vous n'aurez pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin, avertissait Jung. Cette perspicacité révèle pourquoi beaucoup se sentent poussés sur des chemins prédéterminés malgré une liberté nominale. L'inconscient ne disparaît pas lorsqu'il est ignoré. Il fonctionne de manière autonome, souvent en accord avec la programmation collective, plutôt qu'avec les besoins individuels. Le deuxième mécanisme est l'adaptation forcée
de la persona. Jung a défini la persona comme le masque social que nous portons pour fonctionner en société. Bien qu'une certaine adaptation soit nécessaire, les systèmes modernes exigent une conformité excessive à des rôles étroitement définis. L'identité professionnelle, l'identité de consommateur, la persona des médias sociaux, chacune exige une adhésion stricte à des règles implicites qui contraignent l'expression authentique. Contrairement à l'oppression évidente qui provoque la résistance, ce mécanisme fonctionne par des récompenses et des punitions subtiles. Les bien adaptés reçoivent l'approbation sociale, l'opportunité économique et le confort d'appartenance. Ceux qui ne parviennent pas à se conformer font face à l'isolement, à la précarité économique et à l'inconfort psychologique. Le système n'a pas besoin de menacer, il rend simplement le coût de l'authenticité insoutenablement élevé. Le troisième mécanisme est la fragmentation de l'attention. Jung a reconnu l'importance d'une attention soutenue pour le développement psychologique. L'atteinte de la conscience est la culture de l'esprit, notait-il. En dispersant l'attention à travers d'interminables distractions, les systèmes modernes empêchent la profondeur d'engagement nécessaire à une véritable perspicacité. Cette fragmentation ne concerne pas simplement la distraction. Il s'agit d'empêcher les conditions nécessaires à l'intégrité psychologique. La stimulation constante des environnements numériques, les exigences incessantes du travail moderne, l'obligation sociale de rester perpétuellement disponible. Ensemble, ces éléments créent un état où la réflexion soutenue devient presque impossible. Le quatrième mécanisme, peut-être le plus insidieux, est ce que Jung reconnaîtrait comme la colonisation de l'imagination. La question la plus importante que quiconque puisse poser est « Quel mythe est-ce que je vis ?» Zrenia Jung. Pourtant, les systèmes modernes fournissent des réponses toutes faites à travers des récits fabriqués qui contraignent les possibilités que nous pouvons envisager. Les mythologies du bonheur consommateur, du succès professionnel et du progrès technologique ne sont pas simplement des histoires. Ce sont des limitations sur la possibilité psychologique. En intériorisant ces récits, nous confinons nos aspirations à des chemins prédéterminés et mesurons nos vies selon des normes conçues pour perpétuer l'ordre existant plutôt que pour servir un véritable développement humain. Le système éducatif, formation à l'inconscience. Les intuitions de Jung révèlent pourquoi les systèmes éducatifs modernes semblent souvent écraser l'âme malgré leurs objectifs déclarés. Le système est basé sur l'hypothèse que ce qui s'est avéré digne d'être connu pendant 30 générations doit également être digne d'être connu pour la 31e, notait Jung. Mais le problème plus profond n'est pas un programme dépassé, c'est que les systèmes éducatifs ont été conçus fondamentalement pour restreindre la conscience plutôt que pour l'étendre. Dès le plus jeune âge, les écoles forment les enfants à privilégier l'évaluation externe par rapport à la compréhension interne. L'accent mis sur la mesure standardisée, la comparaison entre élèves et les récompenses abstraites déconnecte systématiquement l'apprentissage du sens. Ce n'est pas un défaut dans le système, c'est sa fonction. Jung a reconnu que l'apprentissage authentique émerge de l'engagement de toute la psyché, y compris l'intuition, l'émotion et l'inconscient. La connaissance ne repose pas uniquement sur la vérité, mais aussi sur l'erreur, observait-il. Pourtant, les systèmes éducatifs privilégient une approche étroitement rationnelle qui traite la connaissance comme une collection de faits plutôt que comme un processus vivant de découverte. La faculté critique, la capacité à remettre en question les suppositions et à reconnaître les contradictions,
est nominalement loué mais pratiquement découragé. Les élèves apprennent rapidement que le succès ne vient pas de la remise en question du cadre de référence, mais de l'habileté à opérer à l'intérieur de celui-ci. Ceux qui persistent à poser des questions fondamentales font face à des pénalités subtiles et pas si subtiles. Plus préoccupant encore est la façon dont les systèmes éducatifs conditionnent les réponses à l'autorité. La structure de l'institution, avec ses hiérarchies, ses sonneries, ses exigences de permission et sa surveillance, forme les élèves à accepter le contrôle externe comme naturel et nécessaire. Jung reconnaîtrait cela comme un conditionnement de la psyché à accepter la direction de l'extérieur plutôt qu'à développer une autorité interne. Le résultat n'est pas simplement des lacunes éducatives, mais des contraintes psychologiques qui persistent longtemps après la fin de la scolarité formelle. Les diplômés émergent avec ce que Jung reconnaîtrait comme une conscience fragmentée, intellectuellement équipée pour des fonctions spécialisées, mais psychologiquement conditionnée contre l'intégration nécessaire à l'individuation. Système médiatique, la machinerie de la distraction de masse. Jung a vécu avant l'ère des médias numériques, mais a reconnu l'impact psychologique des technologies de communication de masse. L'homme de masse est une créature irréfléchie et insensible, notait-il, victime de toute propagande, pourvu qu'elle convienne à sa mentalité. Les environnements médiatiques contemporains ont perfectionné les mécanismes qu'il a identifiés. Les médias modernes n'occupent pas seulement l'attention. Ils façonnent la structure même de la conscience. Le passage constant entre fragments de contenu, les mécanismes d'engagement motivés par la dopamine, le cadrage émotionnellement déclencheur, ensemble, ils créent ce que Jung reconnaîtrait comme un état d'activation psychologique perpétuelle sans intégration. Cet état remplit une fonction critique dans le contrôle psychologique. Comme l'observait Jung, être normal est l'objectif idéal pour les sans-succès, pour tous ceux qui sont encore en dessous du niveau général d'adaptation. Les environnements médiatiques normalisent un modèle d'attention fracturé qui empêche la concentration soutenue nécessaire au développement psychologique. Plus préoccupante encore est la façon dont les environnements numériques façonnent la perception elle-même. La curation algorithmique crée ce que Jung reconnaîtrait comme un inconscient collectif technologique, un pool partagé de références, de suppositions et de déclencheurs émotionnels qui opèrent sous le seuil de la conscience critique. Cela façonne non seulement ce à quoi nous pensons, mais aussi comment nous pensons. L'illusion du choix infini masque l'étroite gamme psychologique que ces environnements permettent. La liberté ne s'étend que jusqu'aux limites de notre conscience, notait Jung. En occupant la conscience avec des options présélectionnées pour l'engagement, ces systèmes nous empêchent de reconnaître les contraintes sur notre liberté psychologique. Les plateformes de médias sociaux méritent une attention particulière dans cette analyse. Ce que Jung identifierait immédiatement, c'est leur fonction d'externalisation de l'évaluation de la valeur personnelle. Le feedback constant des j'aime, des partages et des commentaires forme la psyché à localiser la validation à l'extérieur d'elle-même. Précisément le contraire de l'autorité interne nécessaire à l'individuation. Culture de consommation. Le substitut à l'individuation. Jung a reconnu que le développement psychologique authentique nécessite de s'engager avec des dimensions plus profondes de la psyché, y compris ce qu'il appelait l'ombre, les aspects désavoués de nous-mêmes, et de se connecter au soi, le centre organisateur de toute la personnalité qui transcende l'ego. La culture de consommation fonctionne comme un substitut à ce travail psychologique authentique.
Les gens feront n'importe quoi, peu importe l'absurdité, pour éviter de faire face à leur propre âme, observait Jung. Le cycle constant du désir, de l'achat, de la brève satisfaction et du désir renouvelé fournit une parfaite diversion face à l'inconfort d'une véritable confrontation avec soi-même. Les mécanismes sont psychologiquement sophistiqués. Les produits et les expériences sont commercialisés non seulement comme des articles fonctionnels, mais comme des marqueurs d'identité et des solutions émotionnelles. La publicité ne crée pas seulement le désir d'objet, elle associe les produits à des états psychologiques qui appartiennent proprement au processus d'individuation. Confiance, appartenance, expression de soi, sens, transformation. La culture de consommation s'approprie le langage du développement psychologique tout en ne fournissant que des substituts superficiels. Le résultat est ce que Jung reconnaîtrait comme une projection de besoins psychologiques internes sur des objets externes, empêchant la reconnaissance que ces besoins ne peuvent être satisfaits que par le développement interne. Le cycle fonctionne comme un piège parfait parce qu'il contient son propre récit de récupération. Lorsque la consommation ne parvient pas à fournir une satisfaction durable, le système ne s'effondre pas. Il offre de nouvelles opportunités de consommation, présentées comme des solutions aux problèmes créés par la consommation précédente. L'industrie du bien-être, le minimalisme, la consommation consciente, chacun fournit un méta-récit qui reconnaît l'insatisfaction tout en maintenant la solution dans le cadre du consommateur. Ce qui rend ce système si efficace, c'est qu'il fonctionne à travers des mécanismes psychologiques authentiques. La brève libération de dopamine lors de nouveaux achats, la reconnaissance sociale des symboles de statut, le soulagement temporaire de la distraction. Ce sont des expériences réelles. Le piège ne réside pas dans leur réalité, mais dans leur inadéquation comme substitut à la satisfaction plus profonde du développement psychologique authentique. Culture du travail. Canalisation de l'énergie psychique. Jung a compris que l'énergie psychique, laissée à son mouvement naturel, recherche l'intégrité et le sens. Les systèmes de travail modernes fonctionnent en captant et en redirigeant cette énergie vers des canaux prédéterminés qui servent les besoins systémiques plutôt que le développement individuel. La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement soi-même, notait Jung. La culture du travail offre une alternative à cette difficile acceptation de soi, l'identité par la fonction. En vous définissant par votre rôle professionnel, votre production et votre position hiérarchique, vous pouvez éviter la tâche plus difficile de découvrir qui vous êtes au-delà de ces marqueurs externes. Le mécanisme psychologique opère par déplacement. Les besoins humains naturels de maîtrise, de reconnaissance, de contribution et de croissance sont réduits à leurs expressions dans des contextes professionnels. L'avancement de carrière devient un substitut au développement plus large que Jung appelait individuation. Ce déplacement est renforcé par la validation sociale. La réussite dans les voies professionnelles prescrites reçoit une reconnaissance immédiate, tandis que le travail moins visible du développement psychologique est souvent non reconnu ou activement découragé comme étant autocomplaisant. Le système rend effectivement le développement authentique à la fois moins gratifiant et plus coûteux que l'effort professionnel. Le travail moderne intensifie ces dynamiques parce que Jung reconnaîtrait comme une colonisation des frontières. Contrairement aux époques précédentes, avec des divisions plus claires entre travail et vie personnelle, la culture de travail contemporaine encourage la colonisation de tout l'espace psychologique. L'attente de disponibilité continue,
le flou entre identité professionnelle et personnelle, la transformation des connexions sociales en réseautage. Chacun érode le territoire psychologique nécessaire au développement authentique. Le plus préoccupant est peut-être la façon dont la culture du travail s'approprie le langage de l'auto-actualisation tout en le canalisant vers des objectifs organisationnels. Trouver sa passion, avoir un impact, développer son potentiel, ces besoins psychologiques authentiques sont recadrés comme réalisables principalement par des canaux professionnels. Cela crée ce que Jung reconnaîtrait comme une dangereuse confusion entre l'individuation authentique et l'adaptation institutionnelle. La politique de la formation de masse. Les intuitions de Jung s'étendaient au-delà de la psychologie individuelle vers les dynamiques collectives. Il a reconnu que le contrôle psychologique opère le plus efficacement, non pas par la répression directe, mais par ce qu'il appelait la formation de masse, la submersion de la conscience individuelle dans des mouvements collectifs. Plus la foule est grande, plus l'individu devient négligeable, observait Jung. Les systèmes politiques modernes, quelle que soit l'idéologie déclarée, fonctionnent souvent en créant des conditions psychologiques où la conscience individuelle est volontairement abandonnée à l'identité collective. Le mécanisme opère à travers ce que Jung appelait participation mystique, un état où les frontières claires entre la conscience individuelle et collective se dissolvent. Les mouvements politiques, les identités nationales et les groupes idéologiques créent tous des conditions où la pensée personnelle est remplacée par la perception de groupe. Cela ne ressemble pas à une perte d'autonomie, mais à une découverte de but et d'appartenance. Les environnements d'information modernes intensifient cette dynamique par une activation émotionnelle continue. Le flux constant de récits de crise, de contenus induisant l'indignation et de cadres moraux simplifiés crée ce que Jung reconnaîtrait comme un état psychologique régressif où la pensée complexe est remplacée par la réaction émotionnelle et la perception binaire. Le piège fonctionne en présentant les mouvements collectifs comme des solutions à une véritable détresse psychologique. La déconnexion, l'absence de sens et l'anxiété créées par d'autres systèmes de contrôle créent les conditions parfaites pour l'abandon psychologique à l'identité collective. Cela ne nécessite pas de complot, juste l'interaction naturelle entre la psychologie humaine et les incitations du système. Ce que Jung soulignerait, c'est que l'engagement politique authentique nécessite une conscience individuelle, pas son abandon. Là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de puissance, et là où domine le pouvoir, l'amour fait défaut, observait-il. Cette perspicacité révèle pourquoi les systèmes politiques qui fonctionnent par la peur, l'indignation et l'identité échouent finalement à créer des conditions pour l'épanouissement humain. Ils engagent précisément les mécanismes psychologiques qui empêchent le développement authentique. La suppression de la pensée symbolique. Au cœur du travail de Jung se trouvait sa reconnaissance de l'importance vitale de la pensée symbolique. L'homme utilise la parole ou l'écrit pour exprimer le sens de ce qu'il veut transmettre. Son langage est plein de symboles, mais il emploie aussi souvent des signes ou des images qui ne sont pas strictement descriptifs, écrivait Jung. Cette capacité symbolique n'est pas un simple ornement intellectuel, c'est le pont entre les dimensions conscientes et inconscientes de la psyché. Les systèmes rationnels modernes fonctionnent en partie en supprimant cette pensée symbolique au profit d'une cognition littérale et utilitaire.
l'éducation se concentre sur le traitement de l'information plutôt que sur la création de sens. Les médias présentent des récits simplifiés plutôt qu'une profondeur symbolique. Le travail valorise la production mesurable plutôt que l'engagement significatif. Ensemble, ils créent ce que Jung reconnaîtrait comme une pauvreté symbolique qui empêche l'intégration psychologique. Les mécanismes sont subtils mais omniprésents. Le langage est de plus en plus optimisé pour l'efficacité plutôt que pour la profondeur, réduisant le vocabulaire disponible pour l'expérience intérieure nuancée. Les environnements visuels favorisent les représentations littérales plutôt que la richesse symbolique. Les pressions temporelles découragent l'espace contemplatif nécessaire à l'émergence de la pensée symbolique. Cette suppression sert le contrôle psychologique en empêchant l'accès aux ressources nécessaires à l'individuation. Jung a découvert que les symboles servent d'agents transformateurs dans la psyché, reliant le contenu conscient et inconscient et facilitant la croissance psychologique. Sans cette fonction symbolique, la psyché reste fragmentée et plus vulnérable à la direction externe. Les conséquences s'étendent au-delà du développement individuel vers les possibilités culturelles. La vision d'un peuple périt lorsque les symboles et les mythes perdent leur signification, notait Jung. La pauvreté des environnements symboliques contemporains ne contraint pas seulement la conscience individuelle, mais limite notre capacité collective à envisager des alternatives aux systèmes existants. L'impulsion religieuse redirigée. Jung a reconnu que l'impulsion religieuse, la tendance humaine à chercher du sens au-delà de l'existence matérielle, ne disparaît pas dans les sociétés séculières, mais est redirigée vers des canaux de substitution. L'homme ne peut supporter une vie sans signification, observait-il. Cette perspicacité révèle une autre dimension du contrôle psychologique, la canalisation systématique de l'impulsion de recherche de sens vers des directions qui renforcent plutôt que défient les systèmes existants. La culture de consommation offre la transcendance par l'achat et l'expérience. La technologie promet un salut quasi religieux par l'innovation. Les mouvements politiques fournissent des cadres moraux et un sentiment d'appartenance. La culture des célébrités offre des objets de dévotion et des récits mythiques. Chacun capture une énergie religieuse authentique tout en la dirigeant loin des défis potentiels au système. Cette redirection opère à travers ce que Jung reconnaîtrait comme une substitution psychologique. Les besoins authentiques de sens, de transcendance, de cadre moral et de connexion à quelque chose de plus grand que soi sont satisfaits par des substituts qui simulent la satisfaction religieuse sans faciliter un véritable développement psychologique. L'efficacité du système réside dans sa capacité à générer continuellement de nouveaux objets pour cette dévotion déplacée. Lorsqu'une promesse d'accomplissement échoue, une autre prend immédiatement sa place, créant ce que Jung reconnaîtrait comme un cycle perpétuel de recherche spirituelle sans arrivée. Cela maintient la psyché en mouvement constant, tout en empêchant la transformation plus profonde qui pourrait mener au-delà des frontières du système. Le chemin de Jung vers la libération, l'individuation contre le courant. Malgré l'architecture sophistiquée de ces pièges psychologiques, l'œuvre de Jung offre un chemin vers la libération. Ce chemin ne réside pas dans une rébellion externe dramatique, mais dans le patient travail psychologique qu'il appelait individuation. Le processus de devenir qui vous êtes vraiment au-delà de la programmation collective. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment, écrivait Jung. Cette simple déclaration
contient un potentiel révolutionnaire, car elle détourne l'attention des autorités externes vers la sagesse interne de la psyché elle-même. La libération commence non pas en combattant les systèmes externes, mais en reconnaissant votre propre nature psychologique authentique. La première étape de ce processus est ce que Jung appelait « rendre conscient l'inconscient ». Cela implique de reconnaître les schémas programmés opérant dans votre propre psyché, les voix intériorisées de l'autorité, les personas adaptés, les désirs déplacés, les suppositions non examinées. Cette reconnaissance n'est pas une analyse intellectuelle, mais une conscience vécue de ces schémas tels qu'ils opèrent en temps réel. Cette conscience permet la deuxième étape critique, la différenciation de l'identité collective. L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu, observait Jung. Cette lutte se déroule principalement dans la psyché, alors que vous apprenez à distinguer vos réponses authentiques des réactions programmées. Ce n'est pas un retrait égoïste, mais le développement d'une individualité authentique qui peut s'engager de manière significative plutôt que mécanique avec la vie collective. La troisième étape implique de récupérer la projection. Jung a reconnu que le contrôle psychologique opère largement à travers la projection, l'attribution inconsciente du contenu interne à des objets externes. La libération vient en reconnaissant ce qui appartient proprement à votre propre psyché, plutôt qu'aux objets, personnes ou systèmes qui portent temporairement ces projections. Cette récupération s'étend au matériel d'ombre, les aspects désavoués de vous-même que les systèmes vous encouragent à projeter sur des ennemis désignés ou des boucs émissaires. En reconnaissant et en intégrant les éléments d'ombre, vous devenez moins vulnérable à la manipulation par la peur, la haine et la panique morale. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente, notait Jung. Peut-être plus important encore, le chemin de Jung implique la reconnexion avec la fonction symbolique de la psyché. Cela signifie développer l'attention aux rêves, aux impulsions créatives, aux synchronicités et au langage subtil par lequel le soi plus profond communique. Cette conscience symbolique ne remplace pas la pensée rationnelle, mais la complète, créant les conditions de l'intégrité psychologique. Le potentiel révolutionnaire de la conscience. Ce qui rend l'approche de Jung révolutionnaire est sa reconnaissance que le véritable développement psychologique sape naturellement les systèmes de contrôle externes. Pour autant que nous puissions discerner, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité du simple être, écrivait Jung. Cet allumage a des implications bien au-delà de la satisfaction personnelle. Une personne individuée, quelqu'un en relation consciente avec sa propre psyché, devient de plus en plus immunisé contre la manipulation psychologique. Le marketing perd son emprise lorsque vous reconnaissez les désirs projetés. La pression sociale s'affaiblit lorsque vous distinguez les valeurs authentiques des attentes intériorisées. La manipulation politique échoue lorsque vous maintenez une relation consciente avec le matériel d'ombre, plutôt que de le projeter sur des ennemis désignés. Plus fondamentalement, l'individuation change votre relation avec l'autorité elle-même. Au lieu de chercher la direction des systèmes externes, vous développez ce que Jung appelait l'autorité intérieure, la capacité à reconnaître et à suivre les conseils de votre propre psyché intégrée. Cela ne signifie pas rejeter toute entrée externe, mais l'évaluer par rapport à une boussole interne plus fiable. Ce changement ne conduit pas à un retrait égoïste, mais à un engagement plus authentique. La réalisation de la personnalité ne signifie rien de moins
que le développement optimal de tout l'être humain individuel, notait Jung. Ce développement s'exprime naturellement dans une contribution authentique plutôt que dans une fonction programmée. Le potentiel révolutionnaire s'étend au-delà de la libération individuelle vers la possibilité culturelle. Jung a reconnu que les sociétés évoluent grâce aux contributions de personnes individuées qui apportent une nouvelle conscience dans la conscience collective. Le salut du monde consiste dans le salut de l'âme individuelle, observait-il. Chaque personne qui entreprend le travail d'individuation crée des ondulations qui s'étendent à la culture plus large. Le choix devant vous. Les intuitions de Jung présentent un choix fondamental que la plupart ne reconnaissent jamais comme existant. Vous pouvez continuer à opérer dans les cadres psychologiques implantés par des systèmes externes, poursuivant des objectifs qui ne sont pas vraiment les vôtres, vous mesurant selon des normes conçues pour maintenir le contrôle, cherchant l'accomplissement par des canaux qui ne peuvent pas le fournir. Ce chemin offre le confort de la conformité, mais mène inévitablement au vague malaise qui signale une vie désalignée de votre nature plus profonde. Où vous pouvez entreprendre le travail difficile de la libération psychologique, devenir conscient de la programmation inconsciente, vous différencier de l'identité collective, récupérer les projections, développer la conscience symbolique et établir une connexion avec votre soi le plus profond. Ce chemin implique inconfort et incertitude, mais ouvre la possibilité d'un accomplissement authentique et d'une contribution véritable. Je ne suis pas ce qui,